Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Vous êtes familier avec les défis artistiques mensuels? Pour résumer, chaque mois, des artistes internet choisissent un thème, le divisent en catégories ou prompts, dont ils s'inspirent pour dessiner à raison d'une œuvre par jour jusqu'à la fin du mois. Par exemple, si on décide de consacrer le mois d'avril aux fleurs, on peut faire des marguerites pour le premier, des roses pour le 2, des tulipes pour le 3, et ainsi de suite jusqu'au bouquet final du 30. Et comme la pratique a été lancée par des artistes anglophones, les listes et thèmes sont en anglais, ce qui permet de faire des jeux de mots vaseux. Comme le mermaid qui fait penser au mot mermaid, sirène en anglais, et qui consiste à dessiner différentes sortes de sirènes du 1er au 31 mai. Et c'est pour rendre hommage à ces défis que j'ai décidé d'en faire mon exercice du mois. Aujourd'hui, nous allons tenter de réimaginer 3 épéistes de la pop culture selon les catégories du Swordtember, le mois des épées. Alors oui, j'aurais pu parler d'épées légendaires genre Durandal ou Kusanagi, mais ça ferait un peu doublon avec l'épisode précédent, donc on va rester sur des trucs de geek. Et la roue de la chance, que j'ai lancée hors champ, a désigné Starlion des Cosmocats, Link de la saga des Zelda et Oscar François de Jarjaille, plus connu sous le nom de Lady Oscar. À nos marques, prêts, dessinons! Cosmocats, ou Thundercats en anglais, est une série d'animation américano-japonaise toyetique développée par le regretté Ted Wolfe et diffusée entre 1985 et 1989. Il en découlera quelques comics dérivés, un remake réalisé et diffusé entre 2011 et 2012 et un reboot intitulé Thundercats R, réalisé et diffusé en 2020. La série suit les aventures d'une race de félins humanoïdes, les fameux Cosmocats, fuyant la destruction de leur planète Thundera. Dans leur fuite, ils se font attaquer par leurs ennemis, les mutants de Pundar, qui cherchent à s'emparer de l'épée d'Omance. Un crash plus tard, voilà nos héros sur la 3e Terre, leur nouveau territoire. Et à la tête des Cosmocats se trouve Starlion, ou Lion'O en anglais, leur jeune seigneur. Le problème, c'est que la stase dans laquelle ils étaient plongés n'a pas complètement marché sur lui et il a vieilli d'au moins 10 ans. Ce qui fait qu'il se retrouve à posséder une psychologie infantile dans un corps adulte. Il doit donc mener ses camarades au combat tout en essayant d'acquérir la maturité qui correspond à son âge physique. En plus du gantelet confié par son prédécesseur Jaga, il manie la fameuse épée d'Omance sertie de l'œil de Thundera, source des pouvoirs des Cosmocats, qui sert également de bas de signal. Non, sérieux, comment vous voulez l'appeler? C'est un peu différent dans les reboots, mais vu que c'est la version 85 qui nous intéresse, on va pas s'attarder sur le sujet. Il est doublé par Larry Kenney en anglais et par le regretté Patrick Poivet en VF. Rien n'est impossible. Non, je ne peux pas. Mais Felivel, si. En somme, Starlion et son immaturité induite détonnent un peu dans un paysage où les héros sont soit des enfants à qui on apprend les valeurs de la vie, soit des vieux de la vieille à la tête de leurs factions respectives. Mais bon, comme le but de la plupart des dessins animés de l'époque était de vendre des jouets, on faisait pas vraiment attention à la psychologie des personnages. On va donc voir ce que peut m'inspirer le prompt mystique de la liste 2021 du Noodle King. Pour l'esthétique globale du personnage, je me suis pas mal inspirée des Jaguarians dans la BD Les Légendaires de Patrick Sobral. Il s'agit d'un peuple d'hommes fauves souffrant dans leur majorité d'une maladie qui fait qu'ils deviennent des monstres assoiffés de sang en présence les uns des autres. Le seul remède connu est le Katsai, un talisman que tous les Jaguarians portent en médaillon dès leur naissance avant de se le faire greffer sur le front à l'âge adulte. Pourchassés par les humains, ils se sont retranchés dans Jaguaris, leur cité cachée qu'ils ne doivent jamais quitter pour protéger leur peuple. Et comme Sobral s'est pas mal inspiré des Cosmocats pour le profit général et les non-Jaguarians, on peut dire que je boucle la boucle en faisant de Starlion un Jaguarian aventurier. Plus exactement, je l'imagine bien être un genre de sentinelle envoyé par les autorités de Jaguaris pour retrouver et ramener leurs compatriotes éparpillés à travers le monde d'Alysia avant qu'ils ne se fassent capturer par les humains et vendre comme esclaves. Pour faciliter sa tâche, il se sert d'une boussole ensorcelée qu'il peut incruster dans son épée. La boussole émet alors un rayon de lumière qui lui permet de suivre les traces, même ténues, de ses compatriotes. Au départ méfiant des humains, pour des raisons évidentes, Starlion finira par se faire des compagnons au cours de son périple et devra décider s'il veut finalement accomplir sa mission ou s'il préférera abandonner et continuer à explorer le monde.
Pour celles et ceux qui auraient vécu dans une grotte sur Mars ces 36 dernières années, Link est le nom par défaut du héros que l'on incarne dans tous les jeux de la franchise Zelda, depuis le premier sorti en 1986 jusqu'à Breath of the Wild sorti en 2017, bien que certains opus proposent de personnaliser le nom du héros. C'est un apprenti épéiste Hylia, un genre d'elfe pour caricaturer, qui se retrouve dans tous les opus ou presque à devoir sauver le royaume d'Hyrule d'un seigneur maléfique, généralement nommé Ganon ou Ganondorf. Un tel projet nécessite généralement de récupérer une super épée magique appelée la Master Sword, de reconstituer un artefact de pouvoir quelconque et de sauver la princesse Zelda, pas nécessairement dans cet ordre. Il est lui-même porteur de la Triforce du Courage, un tiers d'un pouvoir divin qui lui permet en général d'accomplir son taf de héros. Créé dans l'idée que le joueur s'identifie au maximum au personnage, Link en est rendu générique au possible, n'ayant pas de défauts marquants ni de qualités particulières à part sa volonté d'accomplir son destin. Et à l'exception de quelques cris, il est muet. Et non, je ne compterai pas le cartoon de 89 où il est doublé par Olivier Destrez. Excuse-moi, princesse. Ni la Triforce de la honte sur CDI où il est doublé par Thierry Wermuth. Et un petit baiser pour me porter chance ? Tu veux plaisanter ? Même s'il est le personnage incarné par le joueur, Link n'est pas vraiment l'intérêt principal de la saga Zelda. L'intérêt vient plutôt du lore, des musiques, des gimmicks et des personnages présentés et réinventés à chaque opus. On peut passer d'une quête d'heroic fantasy générique à une aventure en mer puis dans les cieux, sans avoir à faire trop d'efforts pour rentrer dans le délire. Mais à force de visiter des temples perdus, des forêts, des montagnes, j'avoue que ça devient un peu redondant. J'ai donc bien envie de moderniser tout ça avec le prompt électrique de la liste 2020 de Face Schaffer. Même si le coup de l'épée laser est un peu surutilisé en science-fiction, j'ai plutôt envie de m'inspirer de l'esthétique du film Tron Legacy. Il y a d'ailleurs des épées dans ce film, mais ce sont juste des katanas lumineux. C'est élégant, mais un peu trop simple à mon goût. On va tenter de garder l'apparence basique de la Master Sword, qui est en général une épée à deux mains. Même s'il n'aura pas sa tunique habituelle et que les personnages de Tron sont généralement habitués en noir ou blanc, je pense juste souligner sa silhouette avec des lignes vertes. Breath of the Wild a fait le grand saut en ajoutant des robots et même une tablette, mais ça restait assez imprégné dans la fantasy, on est bien loin des Jaegers dans un Pacific Rim par exemple. Si je devais écrire le scénario d'un jeu Zelda qui se déroulerait dans un univers à la Tron, c'est-à-dire dans un monde littéralement informatique, je ferais de Link une sorte de programme de sécurité. Pour résumer grossièrement, afin que le monde virtuel d'Hyrule tourne correctement, chaque personnage sert une fonction spécifique. Le roi dirige les opérations, la princesse Zelda supervise les systèmes de sauvegarde, etc. Link serait donc un programme de protection basique, comme il en existe 13 à la douzaine. Un agent antivirus parmi tant d'autres en somme. Jusqu'à l'arrivée de Ganon, un programme externe qui parasite peu à peu toutes les fonctionnalités d'Hyrule jusqu'à en prendre le contrôle total. Dans l'urgence, Zelda transférerait à Link l'épée de lumière, un outil de très haut niveau qui permettrait de repousser, voire de détruire le virus Ganon, ainsi que les programmes malveillants qui lui sont associés. Obtenir l'épée donnerait à Link le statut héros de la grille, qui lui permettrait de parcourir plus facilement la totalité du monde d'Hyrule, de combattre les virus plus efficacement et d'accumuler suffisamment de puissance et de connaissances pour accomplir sa tâche. Et avant que vous ne fassiez la blague, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par un quelconque VPN. Oscar François de Jarjaille, qu'on va appeler juste Oscar pour le bien de ma gorge, est l'héroïne du manga La Rose de Versailles, écrit et dessiné par Ryoko Ikeda entre 1972 et 1973. Il s'ensuivra une adaptation animée diffusée entre 1979 et 1980 au Japon et entre 86 et 89 en France. Le général Régnier de Jarjaille, lassé de ne toujours pas avoir eu de fils, a décidé d'élever sa petite dernière, la fameuse Oscar, comme un homme et de lui apprendre l'escrime pour en faire son successeur. Une fois adulte, Oscar devient capitaine de la garde et responsable de la sécurité de la famille royale et plus particulièrement de Marie-Antoinette. S'ensuivent alors des intrigues entre les personnages jusqu'à la prise de la Bastille et la fin de la monarchie française.
Si l'histoire devait au départ se concentrer sur Marie-Antoinette, Oscar prendra rapidement le pas grâce à son charisme et l'aspect subversif de sa position sociale, autant pour l'époque dans laquelle elle évolue, à savoir la cour de Louis XVI, que pour l'époque de sa publication, à savoir le Japon des années 70. Ayant grandi en tant qu'homme, Oscar fera preuve d'une sorte de mépris de ce qui est féminin, les robes, les balles et le reste, jusqu'à refuser de garder une femme au début de la série. Elle finira néanmoins par s'attacher à Marie-Antoinette, tout en se rangeant finalement du côté du peuple au cours de la Révolution. Elle est interprétée par Reiko Tajima en japonais et Nadine Delanoë en français. Il y a père que je ne veux pas garder une femme, je n'y tiens pas. Oscar est un peu une icône des femmes fortes et des remises en question des rôles de genre dans la culture manga. Et on va pas se mentir, elle a un capital de charisme plutôt explosif. Pour ce qui est de son redesign, le simple titre du manga me donne une excuse toute trouvée pour utiliser le prompt Flower de la liste 2022 de Why Not Warrior. Parce que oui, la Rousse de Versailles désignée par le titre, c'est Marie-Antoinette. Mais ce surnom est tellement rocambolesque que je ne peux résister à l'envie de l'utiliser pour ma version d'Oscar. Les films de cap et d'épée à la Zorro n'ont plus vraiment la cote ces temps-ci, mais il faut reconnaître qu'ils ont une certaine esthétique pas piquée des hannetons. J'ai donc envie de faire d'Oscar une justicière masquée, et comme mes univers préférés contiennent une forme de magie, j'ai bien envie de la replacer dans ce genre de monde. Dans une France à mi-chemin entre le steampunk et la fantasy classique, où il serait possible de cristalliser de la magie sous forme de décoration dont on ornerait des objets ou des armes. Dans le cas qui nous intéresse, Oscar se servirait d'une rose d'ambre pour donner à son épée un effet de fouet de ronce, parfait pour les attaques à distance. En termes de récit, Oscar de Jarjaille serait la fille d'un ancien général tombé en désuétude, élevé comme un homme et dégoûté par la corruption du gouvernement que sa famille sert depuis des années. C'est ainsi qu'elle revêt le masque de la Rose de Versailles pour tenter de rendre la justice là où son identité civile ne lui permet pas d'agir de manière concrète. Et c'est avec son épée de ronce qu'elle défendra ce en quoi elle croit, envers et contre tous. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady Oscar, tu vivais sous la Révolution. Alors ouais, c'est clairement différent de ce que j'ai fait dans mes épisodes précédents. Traiter 3 séries en même temps sans vraiment s'attarder sur leur production ou autre, ne prendre qu'un personnage par licence, ça a été un peu compliqué, je vais pas vous mentir. Mais vu le contexte de la rentrée, je voulais faire quelque chose qui porterait sur la rigueur si chère à notre éducation nationale. Je me suis alors rappelé des défis artistiques mensuels d'internet et j'ai décidé de parler un peu de cette pratique à ma très humble échelle. Enfin, même si les défis demandent en principe de la rigueur et de l'organisation, ils sont en fait bien moins restrictifs que peut l'être l'école. En effet, pour participer à ces défis, on n'est pas obligé de suivre la liste la plus récente et ou la plus populaire. On peut tout aussi bien créer la nôtre ou bien en reprendre une plus ancienne. On n'a pas non plus à suivre le programme du mois à la lettre, surtout qu'il est rare de réussir à faire un mois complet dans les temps quand on a les études et ou le taf à côté. Tant qu'on respecte un minimum le thème du mois, on peut faire un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de règles vraiment très précises. Le but de ces défis est de nous rappeler que, même si on a des dons ou des talents précoces, on ne peut vraiment devenir doué que par la pratique régulière de notre art. Donc, autant y prendre du plaisir avec des potes qui partagent nos délires. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard. Run for your life!